Merci beaucoup Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment Monsieur Régis Aubry. Merci également à Sarah Carvalho de cette invitation. Vraiment, je suis très honoré parce que je représente 1000 Français et ils sont un peu derrière, ils sont là présents. Et ils sont là présents et je voulais être là hier pour écouter les jeunes. Et je pense qu'il y a vraiment des choses absolument remarquables qui sont en train de se passer et que l'enjeu et de ce que je représente, c'est juste une recherche participative. Et je voulais dire à quel point je ne suis que le représentant de quelque chose qui est de très très nombreuses personnes, des gens qui se disent très très importants parce qu'ils sont à l'Académie de médecine, parce qu'ils sont polytechniciens, parce que vous voyez de qui je parle? Non, Bruno Falissard, pour dire très clairement, et de gens qui sont aussi sérieux, des patients et des associations de patients qui étaient présents dans ce travail, mais aussi des praticiens et aussi des décideurs de santé. Et en disant que finalement, ces 4 grandes catégories peuvent mener une recherche participative et je ne suis le résultat, et vous allez voir ce résultat-là collectif, il est évidemment critiquable, comme la recherche, améliorable, optimisable, mais il est passionnant. Voilà. Et ça fait 15 ans que je baigne dedans, jour et nuit, avec beaucoup de personnes. Et vraiment, je ne sais plus jusqu'où ça va aller. Et vous allez voir à quel point, peut-être qu'on aurait besoin de vous dans ce qu'on est en train de faire, parce qu'au secours, le sujet est plus complexe. Intervention non médicamenteuse, Jean-Christophe l'a dit, c'est quoi? Une technique, une intervention, un protocole, une approche non médicamenteuse, peut-être une relation au patient. Mais une intervention non médicamenteuse, c'est une chirurgie. Une intervention non médicamenteuse, c'est un dispositif médical. Mais une intervention non médicamenteuse, c'est un coup de peinture dans une structure de fin de vie. Et finalement, le vert est mieux que le blanc, et moins hospitalier, et peut-être que c'est apaisant. Mais une intervention non médicamenteuse, c'est peut-être une plante qui est posée quelque part dans une chambre. Et finalement, tout ça est intervention non médicamenteuse. Bref, vous voyez à quel point les mots sont complexes, et on l'a évoqué ce matin de façon importante, les questions de sémantique, et alors évidemment professionnelles, mais aussi internationales, européennes, et sur lesquelles on ne parle pas des mêmes mots. Donc on a essayé, lentement, mais sûrement, d'essayer de clarifier ce qu'on pouvait entendre par intervention non médicamenteuse avec un certain nombre de personnes. Et pour vous faire court, ce mot-là, 1975, première publication sur la douleur sur PubMed. Vous allez retrouver, c'est des chercheurs dans la douleur qui ont employé ce mot en 1975. Et l'OMS l'organise et le mentionne ici comme en fait un programme d'ETP. S'il y a des anglophones, évidemment, ils ne comprennent pas. Donc, c'est des Disease Management Programs. Donc, ce sont des protocoles d'ETP. En gros, un pharmacien peut faire une intervention non médicamenteuse pour améliorer l'observance d'un médicament. Vous me suivez? On continue. La Haute Autorité de Santé, nous n'avons pas choisi ce mot-là. La Haute Autorité de Santé dit et utilise ce mot depuis 2011 dans différents de ses dossiers. Ça a continué. Ils font des rapports, des recommandations. La caisse, donc la CNSA, je vais passer vite. Ici, le ministère de la Santé, le Haut Conseil de la Santé publique, le Grand Centre européen de prévention des maladies chroniques, l'Inspection générale des affaires sociales, donc l'IGAS, le CESE, et récemment l'assurance maladie par l'intervention de médicamenteuse. Bref, on a l'impression qu'il y a un sens derrière extrêmement clair. Or, pour avoir un sens extrêmement clair à un mot de cette nature, encore faut-il savoir comment on les évalue. Et donc, un de mes thésards, qui s'appelle François Carbonel, a fait une revue de la littérature publiée sur tous les modèles recommandant l'évaluation des interventions non médicamenteuses. On en a trouvé 46. Je ne vous parle pas d'une méthodologie, d'une étude, mais bien d'un paradigme, d'accord, un framework en anglais, donc un paradigme complet. Donc, il y avait 46 modèles. Donc, s'il y a 46 modèles, finalement, en fonction des disciplines, en fonction des regards sur ces pratiques, on peut arriver à dire tout et son contraire, parce que finalement, on peut arriver à dire qu'une enquête micro-trottoir est finalement une intervention qui va être efficace. Ou alors, il faut un essai randomisé contrôlé en double aveugle ou en triple aveugle, attention, voilà. Et comment un psy fait pour cacher à son patient qu'il fait bien une intervention de psy. Bref, vous allez me dire comment on peut faire ça. Bref, on arrive à une cacophonie qui ne permet pas d'avoir une clarification.
Et ce qui se passe, et c'est vrai qu'entre hier et aujourd'hui, c'est intéressant parce que selon votre position et selon votre background théorique, il y a parfois des envies de dire que on a une telle singularité entre un patient et un professionnel que finalement, ce qui est important, c'est la qualité de la relation, oui, naturellement, mais que finalement, il y a une faible transférabilité, et comme l'a dit tout à l'heure notre collègue suisse, eh bien, est-ce qu'il n'y a que la relation qui soigne? Et est-ce que le contenu n'a pas peut-être à être exposé? Peut-être que le contenu, quelque part, il peut être partagé, et il peut conduire à des améliorations continues. Donc je vais rentrer dans le concret et vous allez sûrement pas être d'accord, mais c'est pas grave, je suis là pour vous le dire. La notion de la psychothérapie ou des psychothérapies. C'est vraiment, chez les psychologues, un sujet délicat. La kinésithérapie ou des protocoles de kinésithérapie. L'ergothérapie ou des protocoles d'ergothérapie. Et là, tout d'un coup, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu délicat et qui pourrait dire que finalement, on laisse souvent des professionnels de santé œuvrer selon des modèles physiopathologiques ou psychopathologiques, quelques techniques, et débrouillez-vous avec ça, à vous de jouer. Et donc finalement, une singularité à chaque fois et avec peu de partage d'informations. Et une recherche qui est évidemment non efficiente au profit d'autres pratiques. Et ce matin, j'ai trouvé formidable ce monsieur, il n'est plus dans la salle manifestement, et en disant, moi, dans mes stats, tout ce que je compte, c'est le nombre de consultations d'infirmières. Elle peut faire ce qu'elle veut, finalement, mais c'est pas grave. Le psy, il peut faire ce qu'il veut. Le médecin, il peut faire ce qu'il veut. Et puis, finalement, les protocoles, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Il n'est pas dans la salle, c'est dommage, j'aurais bien aimé discuter un peu plus avec lui, parce qu'effectivement, comment voulez-vous qu'on progresse dans le partage des pratiques si, effectivement, on ne recueille pas aussi, si c'est le cas et si c'est connu, des méthodes et comment on peut les faire progresser, comment on peut former, évidemment, les praticiens. C'est un petit peu délicat. Et évidemment, ce qui arrive et qu'on voit, et avec Elon M, ouais, ça vous parle? Vous regardez la manière dont il pense la santé, parce qu'il a plein d'idées, surtout à la fois sur Mars et sur la santé, et en disant demain, et évidemment son canard local, monsieur, donc canard au sens de canard, vraiment, Laurent Alexandre, que vous pouvez écouter, vraiment, en disant l'homme ne doit être désormais qu'avec des puces implantées et sur lequel le raisonnement ne peut se passer que si vous avez des puces implantées pour raisonner, parce que vous êtes nul si vous êtes juste un humain. Donc en gros, le transhumanisme. Mais il le dit comme ça. J'espère que vous l'écoutez, ce monsieur, tellement c'est effrayant. Mais derrière tout ça, il y a une industrie du robot, et que demain, franchement, les soins palliatifs, arrêtez de bosser dans ce sujet, puisqu'il n'y aura que des robots et il n'y aura que des drones qui amèneront des traitements, et puis finalement, vous servez strictement à rien. C'est véritablement... Je noircis le tableau pour dire qu'il est important de bien comprendre à quel point l'ingénierie a pris le pas sur la médecine et sur l'humain, et que potentiellement, les délires de quelques Californiens sont en train d'infuser un peu partout, jusqu'à des délires qui vont ici jusqu'en Chine. Mais vous en avez évidemment, j'imagine, tous les jours, des gens qui vont vous proposer des robots dans les structures de soins palliatifs, en disant qu'un bon jeu vidéo, finalement, c'est bien mieux qu'un humain qui soigne un humain. Et une des études qu'on a fait avec une autre de mes thésardes, c'était une fouille des réseaux sociaux de femmes atteintes de cancer, avec toutes les autorisations évidemment qui vont bien, et de fouiller les mots qu'elles utilisent dans les traitements du cancer du sein. Et donc vous voyez 264 000 posts de réseaux sociaux, Facebook fermés, et sur lequel on a compté le nombre de pratiques complémentaires qui pouvaient exister, juste sur cette thématique-là. Et on arrive à 13 084 termes liés à des pratiques complémentaires. Et peut-être que Laurence va le réévoquer, mais des pratiques complémentaires au sens large du terme. Je ne vous parle pas d'intervention non médicamenteuse, mais de pratiques, médecine traditionnelle et ainsi de suite. On voit que finalement, il y a quelque part des patients qui se donnent des informations et potentiellement sans aucune traçabilité et sans aucune traçabilité, notamment du monsieur de l'assurance maladie de tout à l'heure. Clairement, tout ça passe sous le manteau et avec parfois des
professionnels de santé qui ne sont pas sensibilisés au sujet et qui ne vont pas en parler. Ah non, il ne faut pas parler. Guérisseur, il ne faut pas en parler. Coupeur de feu, non, c'est pas possible. De l'aromathérapie, attention, c'est pas possible, il ne faut pas en parler. Des huiles essentielles, non, c'est tabou. Et donc, il y a une sorte d'hypocrisie, parce que vous devez le vivre au quotidien, des personnes qui se disent « mais non, mais je prends des choses. Pourquoi, si c'est efficace, si c'est intéressant et si ça fait du bien, pourquoi ce n'est pas dans un dossier ?» C'est un vrai sujet, je pose que des questions. Et un autre point important, c'est aujourd'hui l'explosion du nombre de professionnels hors code de santé publique, disant qu'effectivement, ils vont avoir un rôle de généralistes dans le bien-être santé. On en a compté avec Mathilde Minet sur 2023 sur le réseau LinkedIn, donc des gens qui prétendent, avec un métier, en tout cas, avoir un bénéfice santé. Donc vous voyez des guérisseurs, des chiropracteurs, des art-thérapeutes, etc., etc. Bref, plein de praticiens qui arrivent peut-être dans vos services, dans vos activités, et en disant « je dois absolument faire partie de l'équipe » et où, comment, dans quelles conditions, puisqu'ils n'ont pas potentiellement, ils ne sont pas éligibles au Code de santé publique. Et pour ne pas limiter le tableau, on va aller encore plus loin, l'OMS encourage, pour plein de raisons, avec un laboratoire qui a été créé en Inde, les médecines traditionnelles. Donc la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, donc schématiquement indienne, la médecine unani, orientale, etc. Donc il y a de plus en plus de pratiques qui sont proposées potentiellement dans, évidemment, nos rues avec des plaques parfois un petit peu bizarres, mais aussi potentiellement dans les services, et en disant que ça peut rendre des solutions. Et parfois, ils utilisent des solutions médicamenteuses, et parfois, ils respectent le diagnostic médical, mais parfois, ils ont évidemment des diagnostics qui ne sont pas cadrés dans le dossier médical. Et le diagnostic, je veux parler par exemple de la stagnation du qi du foie. C'est un diagnostic qui ne fait pas partie de la CIM 10. De la CIM 11, on peut en discuter. Et ce qui se passe, et qui est préoccupant, et je vous partage ce papier, je vous invite en tout cas à le regarder parce qu'il est pour moi effrayant. L'idée que finalement il y a une médecine. Alors la médecine, c'est la médecine qui s'occupe des médicaments, des dispositifs médicaux, de la chirurgie, de la radiothérapie, et vous voyez, c'est la partie droite, c'est la partie cure. Mais tout le care, tout le soin, finalement, ça doit appartenir à la médecine traditionnelle. Dans une logique, finalement, que dans une pratique intégrative, d'un côté, les gens qui parlent vraiment du soin n'appartiennent quasiment que à ceux qui viennent des pratiques traditionnelles, et de l'autre, l'hyper pointu mécaniste, on va dire, n'est que de la biotechnique et n'est que de la médecine. Est-ce que c'est la bonne version? Est-ce que la médecine, elle n'est pas de base intégrative? Évidemment, elle prend en compte la globalité. Que des médecins aient oublié de le prendre en compte, ça peut arriver. Un cardiologue oublie qu'il y a autour d'un cœur peut-être d'autres organes qui fonctionnent, etc. Oui, ça peut arriver. Mais globalement, quand même, il y a plein de médecins, et notamment médecins généralistes, qui peuvent l'évoquer. Bon, je vais passer vite. Donc, pour sortir de cette ambiguïté, j'étais un petit peu long, mais il y a 70 ans, pour sortir de cette idée intuitive, il y a une pratique qui a été développée avec un modèle, un paradigme commun qui s'appelle évidemment, que vous connaissez tous et toutes dans le médicament, avec un process de validation des phases qui a pu servir notamment dans la Covid. Je suis au niveau du ministère de la Santé, c'est drôle de parler de ce Marseillais qui nous a bien fait rire ou pleurer pendant la Covid, puisqu'il s'affranchissait de ce modèle de validation des médicaments. Je passe. Donc on a travaillé pendant un travail de besogneux, la recherche est lente, d'abord dans une plateforme un petit peu comme vous, une plateforme dont l'université ne voulait pas la reconnaître, évidemment. On reconnaissait mon laboratoire de recherche, équipe d'accueil, ça c'est bien écrit sur le ministère. Mais par contre, une plateforme collaborative incluant des patients, on m'a même interdit à l'université de faire entrer des patients en 2011 pour réfléchir, parce qu'ils n'avaient pas de carte d'étudiant. Non, ils sont patients.
Bon, bref. Et donc, on a ensuite créé une société savante. C'est mon maître Henri Pujol qui m'a dit ça ne suffira pas parce qu'une plateforme cale des armoires comme les laboratoires et que pour aller plus loin, il faut aussi créer des sociétés savantes. Donc, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, même si j'appartenais à des sociétés savantes. Mais, donc, on a créé la NPIS. Donc, et on a lancé exactement à cet endroit, donc en 2021, en disant est-ce qu'entre Français, on peut se mettre d'accord de plusieurs disciplines pour évaluer, comme ça a été fait dans le médicament, un modèle d'évaluation. Et donc, on a fait un travail interdisciplinaire, intersectoriel, transpartisan, je tiens à ça, transpartisan, on n'est pas là pour défendre une pratique plutôt qu'une autre. Voilà, avec plusieurs phases, on pourra en discuter, c'est tellement long que je vous raconte donc 2 ans de travail quasi jour et nuit, mais une première élaboration, donc sur la base evidence-based medicine, mais aussi approche centrée patient, sur toute la littérature internationale, sur les recommandations d'évaluation sur ces pratiques. Et ensuite, on fait un modèle, ensuite on va l'améliorer. On va dire qu'on s'est fâché avec pas mal de gens exprès pour challenger intellectuellement, en disant mais c'est bien qu'on voit quelles sont les bonnes modalités de faire des évaluations. On a voté. Ensuite, on a consulté les autorités et ensuite, on l'a restitué donc, de la DGS en passant par la HAS, en passant plus récemment en septembre à l'Académie de médecine en disant « Regardez, on a un modèle consensuel d'évaluation des interventions non médicamenteuses et aujourd'hui, c'est 31 sociétés savantes qui soutiennent ce modèle. » Et donc, je remercie une des sociétés savantes ici présentes avec des représentants et donc, dont peut-être vous faites partie. Mais effectivement, on a également des autorités, donc merci d'être présentes. Ça nous fait évidemment très très chaud au cœur que le Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie soit également soutien de ce travail. Julien Cartier, et, Sarah Doshi et Madame la directrice. Mais effectivement, ce travail, il est là pour dire que ce modèle d'évaluation, je vais aller vite, il avait besoin d'une définition. Alors vous voyez, entre approche non médicamenteuse, technique non médicamenteuse, on a trouvé donc l'idée de protocole. C'est bien un protocole avec de prévention, santé ou de soins efficaces, personnalisés, non invasifs, référencés et encadrés par un professionnel qualifié. Donc la qualification, le mot est important, lié non seulement à la pratique, mais potentiellement également à l'intervention. Et ce modèle, il est ici avec l'idée de, si vous voulez, bien sûr, c'est très connu et classique, donc des études mécanistiques, mais avec l'obligation dans notre modèle d'avoir des mesures qualitatives et des mesures quantitatives. Patient Reported Outcome, obligatoire, mais aussi des mesures qui soient quantitatives pour qualifier et pour décrire l'intervention, donc des études observationnelles, des études mécanistiques, ça c'est classique que vous connaissez, mais des études prototypiques, ça veut dire décrire précisément quel est le protocole. Non pas le nombre de consultations d'une infirmière, d'un psychologue, de peu importe quel praticien, mais bien quel est le protocole, combien de séances, dans quel cadre, avec potentiellement les techniques qui sont sous-jacentes. Également des études cliniques ou études interventionnelles sur lesquelles effectivement on fait un certain nombre de recommandations et des études d'implémentation parce que c'est pas parce que ça marche en Chine que ça marche nécessairement en France. Et donc y a-t-il des études d'implémentation qui montrent qu'effectivement il y a un bénéfice et il y a des astuces, des bonnes pratiques qui sont dédiées aux interventions en France. Et donc on a fait ces recommandations et avec l'idée que bien sûr qu'il faut des recommandations méthodologiques, mais il faut aussi des recommandations éthiques. Et j'insiste là-dessus sur le mot éthique, on en parlait tout à l'heure, sur l'idée que, évidemment, c'est compliqué en fait, parce qu'on a souvent l'idée que parce qu'on est un praticien, je pense pourquoi pas au psychologue, mais mon intervention va avoir un bénéfice. Non, si je me situe dans le cadre de la santé, mon intervention peut avoir un risque. Et donc, je dois aussi mesurer le risque. Et donc, ce n'est pas des choses qui sont classiquement admises dans plein de secteurs. Donc, on a fait des recommandations méthodologiques sur ces aspects-là. Et évidemment, sur des questions également de protocole et de déclaration. Donc, je vais passer vite parce que j'aurais tellement de choses à vous dire que vous voyez, ça ne tient pas en 20 minutes. Mais concrètement, de ce modèle qu'on a développé pendant 3 ans, on a créé un référentiel. Donc, un référentiel, c'est quoi ? C'est l'idée d'avoir des fiches précises sur ces interventions non médicamenteuses et sur lesquelles elles sont basées sur des études, à la fois des études cliniques, des études mécanistiques, des études pouvant décrire les interventions et sur lesquelles, c'est tout simple, on peut tout à fait créer un référentiel
des pratiques interventions médicamenteuses, et on vient de le lancer il y a à peu près un mois donc à Paris avec le soutien de l'assurance maladie et de la CNSA. Donc c'est un portail ouvert, disponible pour les patients et disponible pour les professionnels, mais dont pour l'instant, pour résumer, il n'y a que 11 interventions non médicamenteuses, c'est une coquille vide. Donc je fais appel à votre équipe, à vos plateformes et à la recherche qu'il va y avoir dans votre domaine pour dire y a-t-il des interventions qui seraient utiles, pertinentes. Ça ne veut pas dire que toutes les interventions, vous ne ferez que ces interventions demain, mais au moins qu'elles soient connues, reconnues, et avec une autre innovation qui est une innovation importante, qui est un recueil d'informations usagers et praticiens. Ça veut dire que le concepteur de l'intervention qu'il a soumis et qui a été accepté par le référentiel pourra recueillir de la data monde, pas que France, monde, puisqu'on l'a traduit d'emblée en français et en anglais, mais on veut le faire en multilingue, vous allez voir. L'enjeu, c'est de recueillir de la data pour faire progresser en fait son intervention. Ces bonnes pratiques, ce sont des pratiques immatérielles de soins. C'est facile, un produit ou un dispositif médical, c'est un produit, c'est un support, c'est simple. Là, c'est un protocole. Eh bien, il y a des astuces, il y a des bonnes pratiques, et autant les partager. C'est un savoir immatériel qui restait quasiment dans les services. Mais pourquoi, finalement, ça ne marcherait pas aussi bien à Caen, à Rouen ou à Montpellier, ou que sais-je, et peut-être aussi à l'étranger. Donc, l'idée, c'est de la collecte d'informations. Et donc, ce soutien, c'est vraiment incroyable que la France soit aussi mobilisés, on est très heureux, mais que l'assurance maladie et la CNSA disent banco, on y va, et donc on lance le système. Et vous avez peut-être vu sur le document important de l'assurance maladie, intervention non médicamenteuse est rentrée dans leur dossier qui a été publié en juin 2024, donc l'idée du futur remboursement. Ils ne s'engagent pas juste pour dire qu'on va tracer les interventions. Ça veut dire qu'on va pouvoir non seulement les tracer et les codifier, mais aussi potentiellement avoir une valorisation supplémentaire. Donc ce n'est pas juste un psy ou une infirmière qui travaille, c'est un psy ou une infirmière qui emploie une bonne méthode qui a été effectivement, qui est basée sur des données factuelles et qui va permettre une reconnaissance. Je dis bien une reconnaissance au sens très noble du terme, qui va être probablement important. Je fais court. Je voulais vous redire à quel point, ce matin, évidemment, le collègue suisse a dit à quel point la relation soigne. Ce n'est pas une question dans mon domaine. C'est la base de tout professionnel de santé ou de toute personne qui travaille avec quelqu'un de vulnérable. L'éthique, la formation à l'alliance thérapeutique, la formation, c'est absolument indispensable. Donc il faut continuer à faire de la recherche, et notamment évidemment en soins palliatifs, sur la manière d'aborder et d'avoir cette qualité de la relation. C'est incontestable. Donc ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est effectivement derrière toutes les questions autour de solutions que vous pourriez avoir dans vos activités et sur lequel on n'est pas en train de dire que c'est un anti-médicament. Hein, Jean-Christophe, c'est bien le message et tu l'as très bien dit, ce n'est pas un anti-médicament. Il peut y avoir dans la médecine de malades complexes des solutions multiples et dans des parcours sur lesquels il va y avoir des solutions qui vont être proposées et parfois jusqu'aux recommandations de santé publique nécessaires. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et là, évidemment, on risque évidemment de peut-être de ne pas être d'accord, mais ce n'est pas grave, j'y vais, c'est le moment, qu'effectivement, il y a une partie qui relève d'une activité de santé, avec toute l'éthique de la santé qui est nécessaire dans cette activité de santé, et on pense qu'à côté, il y a des activités socioculturelles, occupationnelles, diraient les anglo-saxons, mais sur lesquelles il faut absolument les laisser dans le champ du socio-culturel. Mais vous ne serez peut-être pas d'accord, mais aller à l'église, peindre, chanter, jouer avec sa famille et jusqu'au dernier moment, etc., c'est une activité sociale indispensable. On n'est pas dans une activité de santé, on est dans une activité de la relation qui est nécessaire, pertinente, mais qui n'est pas de l'ordre de la santé. Et effectivement, on fait une limite en disant tout. Effectivement, au sens d'aujourd'hui, la santé globale et ainsi de suite, avec des messages qui sont parfois un peu incroyables, non, restons un petit peu modestes. Il y a une activité de santé avec un professionnel qui a été formé à l'éthique pour effectivement être dans l'amélioration de la santé, même si la durée de vie est très faible. Mais effectivement, de l'autre, il y a toutes les activités sociales. Donc je vais être très très concret. Il y a écouter de la musique, et il y a un protocole de musicothérapie, et il y a un impact santé.
Il y a la méditation, et méditer, c'est génial, c'est très bien, chacun fait comme il veut. Et il y a le MBSR, Mindfulness Best Stress Selection. Il y a, on pourrait comme ça développer, pareil, il y a l'activité physique, et il y a un programme d'activité physique adaptée ou de kinésithérapie voulant améliorer tel ou tel aspect. Il y a telle ou telle solution de thérapie liée à la douleur, une TCC par exemple, mais je pourrais être beaucoup plus spécifique, et il y a l'idée de lire des livres. Et lire des livres, c'est très bien, il n'y a aucun souci, mais c'est deux choses qui ne sont pas forcément... voilà. Mais comme on est dans des protocoles immatériels, c'est un peu compliqué. En conclusion, cette recherche avance de façon incroyable. Le monde se penche enfin sur le sujet. Donc c'est juste une requête PubMed. Et vous voyez, donc, avec les mots-clés intervention non médicamenteuse, ça démarque finalement depuis les années 2000. Donc vous y contribuez et Palliative Care était une des revues qui a beaucoup agi là-dessus. Et donc, voilà, on avait fait le tour de France, on était contents, c'était déjà vraiment une longue histoire. On nous dit, non, mais maintenant, il faut aller plus loin, il faut aller en Europe, parce que, voilà. Et donc, je découvre, je suis un Montpelliérain, donc je découvre un peu la vie. Et donc, l'Europe, j'ai compris qu'en fait, elle s'intéresse qu'aux produits et aux dispositifs, medical device, où elle s'intéresse aux recommandations de santé publique. Par contre, les soins humains faits par les humains, elle n'en a rien à faire. Donc on s'est dit avec l'INSERM, la semaine prochaine, on est à Bruxelles, on fait le premier forum en disant il est temps quand même de peut-être sauvegarder aussi les humains qui font des humains, enfin qui soignent des humains, et pas uniquement que des robots d'un côté, vous voyez arriver, ou de l'autre, des recommandations sur des réseaux sociaux, il n'y a qu'à Faucon, et puis finalement il ne se passe pas grand-chose. Et évidemment, on fait un congrès, donc tous les ans on fait un congrès, donc on va le refaire l'année prochaine à la Cité universitaire internationale de Paris. Vous êtes évidemment les bienvenus, et évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire, et on est surtout riche de la complémentarité et de la discussion avec plein de gens, donc on invite des gens un peu du monde entier sur ces questions, et voilà, on avait la chance d'avoir Stephen Lorais, qui est un Canadien spécialiste du mindfulness, et qui était vraiment absolument exceptionnel, et on en a fait un livre blanc, puisque comme les politiques ne nous entendent pas, ils sont juste au-dessus, mais ils ne nous entendent pas, donc on espère que le livre blanc servira à quelque chose. Je vous remercie de votre attention. Formidable. Merci. Merci beaucoup, Grégory Nino. C'était très riche. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Pas encore, mais bientôt. Moi, j'aurais peut-être une question pas simple, pour moi en tout cas. Et puis peut-être pour toi aussi. On voit quand même tout cet immense travail quand même de formalisation, de recherche conceptuelle aussi, dans un objectif de connaissance, de reconnaissance et de légitimation d'un certain nombre de pratiques dont on voit l'intérêt, l'utilité, etc., etc. Aussi parfois les limites, et puis la non-régulation, c'est ce que tu as souligné. Et du coup, ma question, c'est, on voit bien que pour avancer et faire reconnaître, vous vous êtes inspiré, on va dire, du modèle de l'évaluation des pratiques techniques de santé et des médicaments, pour pouvoir justement dire que voilà, ça s'inscrit justement, ça peut s'inscrire bien évidemment dans des pratiques de santé, mais aussi dans un système, mais aussi dans de la recherche, mais aussi dans de l'évaluation, etc., éventuellement des financements. Est-ce que, donc on voit bien le parallèle, est-ce que justement vous avez aussi pointé les spécificités qui font que justement ce n'est pas tout à fait comme le médicament, qu'il y a des choses justement qui en sortent et qu'il ne faut pas non plus appliquer de manière forcément mécanique le modèle du médicament, de l'évaluation des médicaments, des recherches sur les médicaments, du remboursement sur les médicaments et de l'évaluation des médicaments à ce modèle de pratiques qui sont justement non médicamenteuses. Est-ce que ça, c'est voilà, la spécificité qui permet de se dire il faut aussi dans certains champs, pour certaines questions, faire autrement? Vaste question. Effectivement, l'épistémologie qu'on a suivie est une épistémologie qui ressemble scientifiquement à une démarche scientifique du médicament.
ce qui relève de l'après, la décision politique et l'organisation et la solution, relève de quelque chose qui dépasse la société savante et qui est d'une décision politique, effectivement, de la manière d'organiser la connaissance. Mais on s'est dit que le premier point, c'est déjà d'avoir une connaissance de modalités d'évaluation qui sont spécifiques à ces interventions humaines. Et comme vous pouvez le voir, ce n'est pas quelque chose de séquentiel avec une industrie, mais c'est bien l'idée d'avoir un repérage de gens qui ont travaillé pendant des années. Je vais prendre un autre exemple que j'utilise souvent, d'un professeur de gériatrie en Nouvelle-Zélande sur la prévention de la chute chez la personne âgée. Il a passé 40 ans à développer un modèle de prévention de la chute, mais il était seul et ça n'a jamais, ou ce n'est jamais sorti de la Nouvelle-Zélande. On pense qu'il y a un savoir immatériel autour de ces pratiques qui mérite d'être effectivement partagé. Je ne dis pas que c'est la solution idéale et ça va tout résoudre. Non, c'est juste un arsenal supplémentaire de ces interventions-là et que, effectivement, si le monde change et que l'organisation politique change et que la médecine n'est plus une médecine de l'acte, est une médecine allez, on va dire, si vous voulez le résumer, d'un forfait, d'une structure et sur lequel dans la structure on fait ce qu'on veut, pourquoi pas? Mais il faut que tout le système de santé change. Je ne suis pas sûr qu'on aille exactement dans cette direction-là et que pour l'instant, effectivement, c'est une boîte à outils qu'on est en train de fabriquer, que vous allez fabriquer avec nous, celles et ceux qui le voudront, et que effectivement, ça peut amener au moins une solution pratique, lente, mais sereine. Donc un enjeu en fait de visibilisation et de formalisation. Absolument. Et tout l'enjeu étant, et de la discussion et de la difficulté qu'on va avoir aussi, de sensibiliser des usagers. C'est-à-dire qu'on ne veut pas le faire que pour les pros. On aurait pu aussi ne le faire que pour les professionnels de santé et dire non, c'est aussi de sensibiliser à ce que les professionnels connaissent, que les praticiens, je vais y arriver, les usagers sachent ce qu'est le MBSR. Ouais. Et tu vois, et être beaucoup plus précis sur, non, je ne vais pas avoir un psychologue, mais je peux aussi avoir quelque part un certain nombre de pratiques que je peux comme ça avoir une décision éclairée et qui peut me permettre d'aller plus vite, mais aussi d'avoir une traçabilité demain, encore une fois, dans les systèmes de santé. D'accord, merci beaucoup. Régis Aubry. Oui, merci beaucoup Grégory pour cette présentation et je pense qu'elle est très opportune là, précisément au moment où on lance un programme de recherche dans le champ de la fin de vie, parce que c'est un champ qui se prête énormément à tout et à son contraire, c'est-à-dire c'est le champ de la souffrance, de la concentration de la souffrance humaine, c'est le champ des limites de la médecine, des limites du savoir, etc. Il y a dans ce champ énormément d'approches que d'aucuns qualifient d'approches parallèles, qui sont parfois d'ailleurs assez perpendiculaires. Il y a donc à la fois un risque et un enjeu dans le domaine de l'accompagnement, en particulier de la souffrance humaine, à travailler sur cette dimension dont vous êtes porteur de ne pas rejeter d'un revers de manche des approches dont on sent qu'elles pourraient être utiles. Je travaille depuis plusieurs années, par exemple, avec des biographes hospitaliers. Voilà un champ qui apparaît comme ça, extrêmement important. On a quelques thèses qui ont été faites autour de tout cela, mais quelques thèses. Et on imagine tout le matériau qu'on pourrait utiliser à des fins de recherche aussi. Donc, je pense qu'il y aura lieu d'établir, je le dis clairement, des collaborations assez rapidement entre nous, parce que ça m'apparaît être une interface absolument nécessaire pour qu'on évite, d'une part, que les soins palliatifs ne s'enferment dans une dimension purement médicale, au mauvais sens du mot, voulant appartenir et qu'on évite un autre risque, à mon avis, c'est celui qu'on pourrait qualifier de certaines dérives. Donc, je
pense qu'il va falloir travailler assez clairement dans le champ de la recherche autour de cette dimension-là. Si vous en êtes d'accord, ça m'apparaît assez important en tout cas. Merci de ce que vous dites, parce que je pense qu'il y a deux mots-clés dans ce qu'on essaye de faire. Un, c'est l'humanisme. Et on pense que vraiment, enfin, encore une fois, je ne dis pas Musk au hasard, hein, parce qu'on pense que l'humanisme, il est sorti un petit peu de notre histoire là, et que l'Europe est profondément dans cette idée et que l'humanisme veut dire pas de jugement sur les pratiques. Si il y a des pratiques, elles existent effectivement, et au lieu de les mépriser, comment on peut effectivement tenter de les appréhender et plutôt que de les rejeter, les mépriser et autres. Mais après, effectivement, il y a l'autre partie du siècle des Lumières, c'était aussi l'idée de l'expliquer factuellement, de tenter d'avoir pour pas tomber de l'autre côté, donc de quelque chose qui serait véritablement totalement ésotérique et avec une emprise psychologique et avec des manipulations et avec des choses dont on voit arriver là. Moi, je vois dans l'oncologie des choses horribles, hein, d'associations de patients qui se sont regroupés sur lequel, à la fin, sur Internet, hein, je ne sais pas si je le dis, mais faites un don, donnez votre maison si vous décédez, hein, vraiment faites un don et faites une donation dans des associations de patients. Et on va très 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 loin dans l'emprise, entre guillemets, qui est, je ne suis pas juriste et il va falloir peut-être aussi l'imaginer, enfin, il y a à mon avis, vous êtes dans une situation tellement profondément humaine et sur lequel, s'il n'y a pas quelque part aussi un recul, on n'arrivera pas à grand-chose, on n'arrivera pas à faire progresser, en tout cas, les pratiques. Donc voilà, notre modèle, il est fait aussi peut-être pour être modifié, amélioré. Il est critiquable parce qu'effectivement, on veut le faire l'étendre dans l'Europe, où il y aura peut-être des ajustements. Mais on pense que, oui, c'est une manière aussi de faire discuter des disciplines qui restaient, on en a parlé tout à l'heure, entre une sociologue, un psychologue, un médecin et peut-être même un santé publique. Parfois, ils ne se parlent pas avec les mêmes mots. Et donc, on a créé un glossaire, je ne vous l'ai pas dit, mais on a créé un glossaire pour dire qu'il faut absolument appeler un chat parce que dans nos paradigmes, on a aussi des vocabulaires qui ne sont pas tout à fait adaptés. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Merci de la question.